Réussir sa vie. 3 mots. 3 petits mots qui suffisent à nous faire fixer cette fissure au plafond au milieu de la nuit, à faire confiance aux gourous de toutes sortes, puis à se demander à 5h14 dans un demi-sommeil au milieu de sa cabine de douche si tourner ce robinet d'eau froide est vraiment une bonne idée. De toutes parts, nous sommes constamment soumis à l'injonction de tout faire pour réussir, mais presque personne ne s'arrête pour se demander ce que ça veut vraiment dire. D'ailleurs, réussir mais quoi exactement ? Avoir beaucoup d'argent ? Être reconnu ? Créer quelque chose qui dure ? Être libre ? Être heureux ? Laisser une trace ? Chacune de ces réponses semble juste, et pourtant elles se contredisent. Peut-être parce que nous traitons la réussite comme une destination, avec des étapes, un moment d'arrivée, alors que personne n'a jamais vraiment su dire où elle était cette fameuse ligne d'arrivée. D'ailleurs, est-ce qu'elle existe vraiment de toute façon ? Il y a plus de 2000 ans, Aristote, lui, avait compris une chose essentielle. Il distinguait 2 façons de chercher le bonheur. L'une, le plaisir hédonique, cherche la satisfaction immédiate, la validation, le gain mesurable. L'autre, qu'il appelait eudémonia, se traduit souvent par bonheur, mais signifie plutôt l'épanouissement. La vie vécue en accord profond avec ce qu'on est vraiment. Nos sociétés ont bâti des infrastructures immenses pour mesurer le premier. Le salaire, les abonnés, la note sur 10, et presque aucune pour cultiver le second. Et quand tout autour de nous ne mesure que le premier, la course commence sans qu'on l'ait vraiment choisi. Pendant des années, on peut vouloir des bonnes notes, puis le bon diplôme, l'obtenir, quelques semaines de satisfaction, puis le bon travail, le bon salaire, bon partenaire, le bon logis, le bon bolide, le bon robot tondeuse. Chaque étape franchie déplace la suivante un peu plus loin. Nous appelons ça l'ambition, mais les succès ne nous rendent heureux que brièvement. Rapidement, le niveau de base revient, et la prochaine étape s'impose. Quand j'étais petit, je croyais qu'en courant très vite, je parviendrais à arriver sous l'arc-en-ciel que je voyais au loin. Est-ce qu'être adulte consiste juste à remplacer un arc-en-ciel par le dernier robot tondeuse et continuer à courir dans sa direction ? Ce phénomène de course en avant a été étudié par les psychologues. Il s'appelle l'habituation hédonique. Notre cerveau a de base un certain niveau de dopamine qui peut augmenter temporairement en fonction des expériences rencontrées, mais qui revient rapidement à son niveau moyen sans nouvelle stimulation. Pour le dire plus simplement, nous ne marchons pas vers quelque chose. Nous courons sur un tapis roulant. Le problème, c'est qu'il ne s'arrête jamais de lui-même, et que sa vitesse peut augmenter indéfiniment. Pour comprendre ce qui se joue vraiment sur ce tapis, il faut écouter ceux pour qui il vient de s'arrêter. Pendant 15 ans, une Australienne a compté l'argent des autres derrière le guichet d'une banque. Une carrière stable, une trajectoire correcte. Puis elle a tout quitté pour chercher, selon ses propres mots, un travail avec du cœur. Sans formation médicale, recrutée sans qualification, elle s'est retrouvée là où peu de gens choisissent d'aller, au domicile de personnes en fin de vie pour leur dernière semaine. Son rôle n'était pas d'administrer des soins, pas de traitement à suivre, pas de protocole à respecter. Sa seule tâche était d'être là. Et quand la présence est tout ce qu'on a à offrir, on écoute différemment. Elle ne gérait pas des patients, elle recueillait des confidences. 8 ans durant, les mêmes mots sont revenus, lit après lit. Alors elle a commencé à les noter. En 2009, elle publie un court texte sur son blog, Les regrets des mourants. Elle s'appelle Bronnie Ware. Son article sera lu par 8 millions de personnes, son livre traduit en 27 langues, autant dire que les confidences qu'elle a recueillies ont parlé à énormément de personnes. Voici le regret le plus fréquent qu'elle a pu noter de très loin. J'aurais voulu avoir le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, pas celle que les autres attendaient de moi. Les êtres humains qui prononçaient ces mots n'avaient pas raté leur vie au sens ordinaire. Certains avaient réussi, professionnellement, socialement, matériellement. Ils avaient suivi la feuille de route. Mais ils regardaient en arrière en se demandant « pour qui ?» Bronnie Ware note ensuite quelque chose d'encore plus précis. Parmi les personnes qu'elle a accompagnées, presque sans exception, un deuxième regret revenait. « J'aurais voulu ne pas avoir autant travaillé. » Surprenant, quand on pense que « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» est une des premières questions qui arrivent dans une nouvelle conversation. Peut-être qu'un jour, j'aime partager autant de temps que possible avec mes proches. Créer, rêver, aimer deviendra une réponse socialement acceptable à cette question. Et peut-être que ce jour-là, nous serons moins nombreux à être attrapés par les regrets le jour où le tapis s'arrête. Car si ni la course, ni les cases cochées, ni la validation externe ne produisent ce que nous cherchons vraiment, alors qu'est-ce qu'il produit ? Un psychiatre viennois avait commencé à y répondre bien avant que nous posions la question.
Viktor Frankl développait depuis les années 1930 ce qu'il appelait la logothérapie, une approche centrée non pas sur le bonheur comme objectif, mais sur le sens comme orientation. L'idée centrale, c'est que ce n'est pas la souffrance qui brise les êtres humains, c'est la souffrance sans raison. Il avait construit cette théorie dans son cabinet de Vienne. En octobre 1944, les nazis la mirent à l'épreuve. Frankl est déporté à Auschwitz. Il survivra à 4 camps. Sa femme, son père, sa mère, son frère, tous mourront dans les camps. Et là, dans les conditions les plus extrêmes que l'histoire humaine ait produites, il observe quelque chose qui va confirmer, d'une façon très cruelle, ce qu'il pensait depuis des années. Ceux qui traversaient le mieux l'intraversable n'étaient pas nécessairement les plus robustes physiquement. Les plus forts mouraient parfois les premiers. Ceux qui tenaient étaient souvent ceux qui avaient quelque chose à quoi tenir. Pas une récompense, pas une étape à franchir. Une raison, une direction, un sens. Frankl finit par rentrer à Vienne, il reprend la psychiatrie. Mais il revient avec une conviction absolue, testée dans le pire laboratoire imaginable, la perte de sens est la forme de souffrance la plus aiguë. Et son absence dans nos vies confortables n'est pas une fatalité, c'est peut-être même un choix qui ne se fait pas une fois pour toutes dans un grand moment de clarté, plutôt quelque chose qu'on recalibre ou non chaque jour, dans la façon dont on décide de passer son temps, dans l'alignement ou l'écart entre ce qu'on dit compter pour soi et ce qu'on fait réellement de nos journées. Le sens ne fonctionne pas comme les étapes du tapis roulant. Il ne déplace pas la barre plus loin chaque fois qu'on l'atteint. Il ressemble davantage à une direction qu'à une destination. Une façon de marcher, stable même quand la vitesse change. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « est-ce que je réussis ma vie ?», mais quelque chose de plus simple et de beaucoup plus difficile à se poser honnêtement. Est-ce que je vis ce qui compte pour moi ? Pas est-ce que j'avance ? Nous avançons tous d'une façon ou d'une autre. Pas est-ce que je fais mieux que la moyenne ? La moyenne n'a pas de regrets, tandis que nous, chaque individu, nous en avons. La vraie question, c'est celle de la direction. Est-ce que la course que je mène ressemble à quelque chose qui m'appartient ? L'arc-en-ciel qu'on poursuivait enfant n'était peut-être pas si naïf en fait. Ce qu'il était, c'est de croire qu'on pouvait y arriver en courant plus vite. L'arc-en-ciel ne s'atteint pas, il change avec l'angle de la lumière, avec la pluie, avec l'endroit où l'on se tient. Ce qu'on peut faire, c'est apprendre à marcher dans une direction qui nous ressemble et à remarquer en chemin la lumière qui traverse la pluie. Un jour ou l'autre, la course ralentit toute seule. Un quai de gare, une salle d'attente, une nuit où le sommeil ne vient pas. Et dans ce creux, la question remonte. La même qui nous faisait fixer cette fissure au plafond. Vers quoi exactement ? Si la réponse est floue, ce n'est pas un échec. C'est même sûrement le début de quelque chose.